Bonjour, Mauricio Neuberge. Bonjour. Comment, Bonjour, Pascal. comment souhaites-tu te présenter? Je suis professeur à l'université de Brasilia. Bon, je coordonne un groupe de recherche qui est inscrit au CNPq, qui est notre agence scientifique liée au ministère des Sciences et Technologies, qui s'appelle SCHIS. Euh, dont la fonction, la finalité, c'est la construction d'une compréhension complexe pour l'hypnose. Non? Je suis aussi thérapeute. Et je reçois des personnes aussi à l'université en tant que thérapeute et chercheur. Et je travaille aussi à la formation de, de, de personnes qui sont intéressées à travailler avec l'hypnose, notamment avec les personnes qui ont de la douleur chronique. D'accord. Alors, moi, je t'ai rencontré grâce à LinkedIn. C'est comme ça que j'ai t'ai vu. Et puis, tu es entré en contact et nous connaissons tous les deux Antoine Bioy, Mhm. qui fait un travail qui, d'après toi, te ressemble dans la recherche. Oui, Oui. oui. Antoine Biol d'abord, c'est un être humain extraordinaire. Je l'aime beaucoup. C'est un grand ami et aussi un grand partenaire. Non, parce que je pense qu'Antoine Bio est aujourd'hui un homme extrêmement important dans l'hypnose en France, donc, qui est un pays où la tradition de l'hypnose est très grande. Et en même temps, il est ouvert à avoir des échanges pour penser la question de l'hypnose. Mais c'est si fréquent, nous avons des choses de communication, des intérêts ensemble. Donc, c'est là, c'est quelqu'un qui donne une contribution extraordinaire à l'hypnose aujourd'hui. Alors, ce qui est important dans ce que j'entends, c'est que Antoine, comme toi, tous les deux, vous êtes à la fois chercheur et à la fois clinicien et vous pratiquez. Ça veut Oui, dire que ça change beaucoup de choses. Vous pratiquez ce que vous explorez. oui, Du coup, j'entends dans ce que nous faisons maintenant en France, une recherche pour réassocier, réintégrer des approches qui peuvent paraître différentes, mais qui en fait étaient très complémentaires. Et oui, j'ai la sensation qu'au fil d'une centaine d'années, on a laissé des éléments qui fonctionnaient ensemble se dissocier, se disperser, s'écarter, parce qu'on a voulu une recherche fondamentale plus précise. Est-ce que cette idée te paraît vraie et qu'aujourd'hui, la nécessité de réintégrer tout ça passe par la médecine intégrative? je pense que c'est une idée extraordinaire, notamment parce que si nous pensons au très beau bouquin de Toby Napper, Nous ne sommes pas seuls au monde, non? Nous pouvons penser que dans une société plurielle, comme je pense que le cas de la France, mais aussi du Brésil, il y a beaucoup de regards et de technologies d'interpellation du monde qui méritent être mieux compris et méritent avoir un dialogue avec. Ici au Brésil, nous avons le système unique de santé qui fait un effort très intéressant aussi d'intégrer de certaines pratiques qui sont très diffusées dans la population, mais qui en général étaient vues avec pas mal de résistance de l'académie, des scientifiques. Donc, et ce type de choses est intéressant parce que c'est une manière d'établir une approximation avec des gens qui font ces pratiques et qui connaissent aussi le peuple d'un autre point de vue, des choses que le peuple amène de notre point de vue. Et quand nous pensons à cela, je pense beaucoup des histoires qui sont des histoires de famille. Hein. Par exemple, ma grand-mère m'a raconté que mon père, au passé, a eu un problème de respiration grave, quelque chose d'asthmatique. Je ne sais pas aujourd'hui si c'est vraiment une asthme. Et que les médecins à Rio, je suis né à Rio, j'habite en Floride, mais je suis né à Rio, et était un médecin qui était médecin, mais était aussi spiritualiste, qui pratiquait beaucoup d'homéopathie, à faire une prescription dans laquelle ma grand-mère devrait amener mon père durant 21 jours à la mer, à 4 heures du matin. Bon. Et après cela, il était soigné, complètement soigné.
Non, ma grand-mère m'a raconté qu'elle, c'est avec d'autres garçons de la place où ils habitaient. Et pour les garçons, c'était une aventure. Tout le monde, à 4 heures de matin, se promenait jusqu'à la plage. Bon. Et parce que les médecins expliquaient que durant cette période, avant le soleil, l'énergie que nous pouvons respirer à la mer, c'était différente. Donc, si nous pensons aujourd'hui dans une certaine recherche, possiblement on rencontrerait rien d'effectif dans les regards de notre recherche. Mais c'était une pratique extrêmement diffusée et qui montrait une efficace intéressante pour les personnes. Ainsi, je trouve que cette approximation, elle est importante parce qu'elle parle au cœur du peuple, elle a une rationalité intéressante qui peut nous enseigner beaucoup et montre un médecin peut contribuer à la formation d'un médecin ouvert à comprendre le regard des autres. Parce que nous avons une formation scientifique, et cela c'est partout, ce n'est pas seulement ici, mais Amérique du Nord, à l'Europe, en Amérique latine, dans laquelle si tu as les connaissances scientifiques, tu es complètement fermé à un dialogue avec les autres, en croyant que tu as une connaissance supérieure à la autres. Ici, aujourd'hui, il y a cette discussion. En fait, ce n'est pas seulement une discussion, c'est une politique qui amène les pratiques intégratives aussi dans le système unique de santé, public de santé. Ce qui veut dire que pour les amener dans ce système public, elles vont être testées, elles vont être éprouvées pour pouvoir Non, savoir pas si... forcément. Pas Pas forcément. forcément. Pas forcément parce que les critères, les détails et spécifiquement, je ne sais pas t'expliquer les détails, mais ce n'était bien sûr n'est pas la mensuration scientifique parce qu'ils ont, par exemple, appelé le benzodiazépines. Ce sont en général des femmes qui bénissent le pétrole, non? Elles ont une formation qui peut être catholique, mais qui aussi mélange des éléments afro-brésiliens, des éléments kardécistes. Et elles croyaient au mauvais regard, par exemple. Elles ne sont pas loin de magnétiseurs français, hein, et de magnétiseurs français dans l'époque de Puy-Ségur, par exemple, non? Mais elles ont en général une petite herbe pour faire les signes de la croix et que cela, la personne parle d'un bien-être après cette intervention. Probablement, si tu fais une étude scientifique pour mesurer l'efficacité, tu ne vas rencontrer rien, non? Mais quand même, c'est une chose extrêmement utilisée et diffusée au Brésil. Ainsi, il y a des personnes qui puissent penser à faire cela, mais ce n'était pas le critère qu'ils ont adopté pour intégrer ces pratiques. Non? Et ici, il y a un poste de santé qui n'est pas loin de chez moi où les benzedeiras, elles font ces pratiques, elles reçoivent de personnes. Non? Ainsi, bien sûr que ce n'était pas une chose sans critère, parce que aujourd'hui, presque tous les jours, on a de nouvelles thérapies qui émergent, mais ils ont pensé à des choses qui sont bien diffusées au cœur de la population, non? Et que ont été bien acceptées. Les Reiki, par exemple, la métallisation par les Reiki. Le yoga, bien sûr, il y a des études qui puissent supporter l'utilisation du yoga. Non, mais la phytothérapie qui est utilisée notamment par la connaissance indigène, euh, peut-être elle puisse être comment dire, évaluée d'une certaine manière, mais comme je t'ai dit, ce n'était pas les critères principaux, les critères qui ont en fait défini la choix de ces pratiques.
Je trouve que c'était une chose qui était bien établie dans les pratiques sociales et culturelles des personnes. D'accord. Tu as vu la conférence qu'on a eue avec Jean-Claude Lavaux au mois de juin, où j'ai parlé avec lui dans une première partie de la culture de chaque région, de chaque pays, de chaque société dans un même pays. Et puis après, on a parlé avec Marc Galli de cette place que pouvait avoir la culture. Est-ce qu'on avait besoin de s'en imprégner ou pas? Jean-Claude Lavaux, il est anthropologue, et on s'était dit avec Antoine Bioy que Je le connais, eh oui, tu le connais bien. Et on oui. s'était dit que le regard de l'anthropologue était probablement un regard qui était nécessaire, qu'on n'avait pas la culture, nous médecins, de l'anthropologue, mais par contre, ce regard était nécessaire pour ouvrir une porte. Alors, ma question, c'est la suivante. Dans ce que tu me dis, quand tu dis on ne peut pas, on ne va pas évaluer cette pratique, cette approche, ce regard, on va simplement l'intégrer, ça veut dire qu'on reconnaît à celui qui le pratique le droit de le pratiquer et pourquoi pas pas le pouvoir, mais je dirais la possibilité d'aller mieux grâce à cette pratique. Oui, C'est une d'une certaine, forme de langage. C'est une forme de langage et de tolérance. Ça veut dire je peux vous écouter parce que j'accepte déjà ce que vous me dites. C'est ça? c'est ça, c'est ça. Et je dirais que je n'ai pas la formation objective pour te présenter, mais que le regard des sciences sociales a été fondamental pour faire cette intégration, pour appeler les personnes, pour inviter ces personnes qui ont une connaissance, qui viennent d'autres traditions. Par exemple, à Manaus, qui est une ville au centre de Amazonas, région amazonique, et elle est la capitale, non? Ma mère était de Manaus. Et à Manaus, aujourd'hui, il y a un petit centre de recherche, pas de recherche de santé. Donc, la connaissance principale, c'est le savoir des indigènes, où soient les personnes. Non? Et comment elle fait cela? Parce que, d'une certaine manière, les SUS, qui est le système unique de santé, qui est le grand système de santé quotidien, c'est une chose très intéressante. Il n'a eu pas seulement la préoccupation scientifique, il n'a pas abandonné cette préoccupation, je dirais, d'une scientifique plus objective, non, des menstruations, mais il a aussi un intérêt, je dirais, anthropologique et sociologique d'inviter ces personnes comme une manière de citoyenneté, je dirais, je te reconnais, non? Je reconnais tes pratiques, elles sont intéressantes, même si nous ne pouvons pas avoir une totale évaluation de ce que tu fais. Non, mais tes ancêtres l'utilisent, la personne de ta communauté l'utilise et elle rencontre ici une efficacité. Et que je dirais qui n'est pas seulement symbolique. Non, je ne pense pas à Lévi-Strauss, par exemple. Non, il y a un fait de personnes qui sont soignées par de certaines pratiques et la cure, c'est quelque chose de complexe parce que il y a beaucoup de cures. Tu es médecin, tu peux bien penser à cela, non? Et on ne sait pas expliquer exactement comment ces cures ont arrivé, mais elles sont arrivées, non? Ainsi, ces pratiques, elles sont présentes. Bien sûr il y a des personnes qui défendent l'idée, qui soutiennent l'idée de les évaluer, bien sûr, c'est une possibilité. Mais il y a par contre une idée d'éviter une colonisation, non? Et qui, à mon avis, c'est une chose extraordinaire que les SUS a fait, comme une respect du savoir ancêtre que nous avons, notamment de ce type de savoir. Même qu'il ne soit pas créé ici, par exemple, le yoga, c'est une chose qui vient de l'Inde, Oui. non? Mais elle n'est pas diffusée ici. Donc, on ne cherche pas à prouver, on veut chercher à savoir comment ça fonctionne. Oui, oui, exactement. C'est ça. On ne doute pas du bienfait et du fondement de ce qu'on voit. On Oui, s'interroge. oui, Comment bien ça sûr. marche? D'accord. Quand je regarde derrière toi, il y a des masques. Il y a beaucoup Il y de a beaucoup de masques. balles. Oui. Quel est pour toi le sens de ces masques et est-ce que ces masques ont un rapport avec le soin?
Oui, je suis ici dans mon cabinet chez moi et les masques, elles ont un sens parce qu'il y a quelques années, je suis très bien impressionné par le travail de Joseph Pfeffer. Je ne sais pas si tu le connais. Que après, j'ai gagné une de ces marques et j'ai fait une collection. Donc, et en Haïti, il y a des masques, par exemple, qui sont d'ici du Brésil, aussi du Caraïbe, Mexique, Amérique latine. Quelques marques que j'ai achetées quand j'habitais en France, donc, et d'autres des collègues qui ont voyagé à d'autres pays et m'ont amené comme un cadeau. Donc, et ici, la masque, pour moi, ça veut dire la diversité des expressions humaines. Nous sommes en même temps différents, mais nous avons quelque chose qui nous unifie comme des êtres humains. Donc, il y a ici, et au centre, on voit un corps d'argent. C'est le calendrier aztèque, mexicain. Il y a toute une symbologie de cycles qui se répètent, donc, et recommencent. Donc, ici, ces masques, elles ont un important pour moi. Et c'est là, c'est un de mes intérêts qui est dans la ethnopsychologie. Bon, je travaille ici à Brasilia. Le type d'hypnose que je pratique, c'est une hypnose ericksonienne, mais qui, elle est aussi extrêmement influencée par l'ethnopsychologie. Nous avons un grand groupe de recherche au Brésil qui s'appelle INPEP, l'Association nationale de recherche et post-graduation en psychologie. Et j'ai fait partie d'un de ces groupes, les groupes de travail de ethnopsychologie. Donc, ce sont des intérêts culturels. Et c'est peut-être pour ce type d'intérêt que je trouve très intéressante cette politique du SUS d'intégrer de différents savoirs, donc d'intégrer de différentes choses comme une manière de compréhension de l'humain et de pouvoir offrir quelque chose aux personnes. En fait, en écoutant ce que tu dis, je me dis, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que nos savoirs vont se compléter, nos savoirs vont aussi se réinterpréter. C'est-à-dire que j'interprète des choses très différemment de toi, par ma culture, par ma croyance et par mon expérience. Et Oui, quand on parle de médecine intégrative, ça ne veut pas dire simplement associer des choses, ça veut dire compléter mon approche par la tienne, qui va peut-être être complètement différente. N'empêche que ce complément amène quelque chose. Est-ce que c'est ça que tu... oui, bien sûr, bien sûr. Et il y a encore une autre chose qui me fait un défenseur de cette politique que le SUS ici a fait, qui est que le Brésil a une très grande tradition de soins spirituels. Bon. Ici, pas si loin de Brasilia, il y a une ville qui s'appelle Palmelo, dans laquelle on dit qu'elle est peut-être la plus grande ville spiritiste du monde, où il y a beaucoup de médiums qui font des soins, donc les personnes. Et on rencontre toujours ici des histoires de personnes qui sont allées à un centre de Umbanda ou de un centre kardeciste ou une église et ont réussi des soins, des cures extraordinaires. Donc, ainsi, la propre richesse culturelle que nous avons, elle permet, à mon avis, plus que permet, elle nous invite à un dialogue de quelque chose qui a un pouvoir très grand de comprendre la spiritualité humaine, comme je dirais, l'être humain lui-même, donc, est une chose dont les potentialités, je trouve que nous connaissons très peu encore. D'accord. L'hypnose, quand on parle d'hypnose au Brésil, on va dans la rue et on dit je cherche un hypnothérapeute. C'est comme ça qu'on le dit, mais on va pas le dire comme ça. Oui, oui, le On va dire thérapeute. ça. Alors On peut dire. une personne va se dire quoi? Quelqu'un dans la rue qui s'y attend pas dit un hypnothérapeute. Est-ce que c'est une image de soin? Est-ce que c'est une image de pouvoir? Est-ce que c'est une image étrange? Est-ce que c'est
quelque chose d'ésotérique? Comment c'est ressenti? Comme je t'ai dit, ça dépend beaucoup du contexte avec qui tu parles, non, du contexte et de la personne avec qui tu parles. Euh, Par exemple, le mouvement ericksonien ici est très grand. Le Brésil est un pays grand et je dirais que il y a peut-être presque 30, si je ne me trompe pas, des écoles ericksoniennes au Brésil. Moi, j'étais le fondateur du centre de Brasilia. Donc, euh, entre les prix, par exemple, de certains groupes de la santé, on peut comprendre, oui, bien sûr, c'est une chose qui est acceptable, c'est une bonne idée de chercher un hypnothérapeute. Donc, les conseils de médecine, de psychologie, d'odontologie et encore d'autres sciences de santé, ils reconnaissent l'hypnose. Mais il y a encore une idée, une interprétation du spectacle, parce que il y a quelques années, beaucoup de gens faisaient des spectacles à la télévision. Et il y a aussi cette idée liée à un certain mysticisme, peut-être nourrir par d'un ensemble des pratiques que nous avons où la transe est extrêmement utilisée. Bon, même la littérature peut offrir des éléments pour cela. Ainsi, cela dépend beaucoup avec qui tu parles. Même entre les professionnels de santé, et par exemple, je te parle de ça parce que j'ai une collègue qui est odontologue et elle travaille avec l'hypnose ici, qui est un autre partenaire que nous avons. Et les personnes de cours d'odontologie disent qu'elle bouge avec une chose différente, des choses différentes, parce qu'elle est intéressée à l'hypnose. Donc, ainsi, malgré cet effort, non, je dirais qu'une grande partie de la population n'a pas une très forte connaissance de ce qu'est un hypnothérapeute. Par contre, de ceux que je peux accompagner, les hypnothérapeutes travaillent beaucoup. Et aujourd'hui, la plupart de ces travaux sont dans les cabinets privés. Ça veut dire que les gens de la classe moyenne qui, en général, ont de l'accès. Donc, il y a quelque chose en hôpital ici, à l'autre, mais ce n'est pas très diffusé, par exemple, comme je peux su qui vous avez en France. Non, mais je dirais que c'est une chose nouvelle. Donc, si nous pensons depuis 20 ans, en général, que cette expansion de l'influence a pris un très grande force ici. Euh, mais en somme, euh, la diversité, c'est grand, les préjugements est encore fort. Alors, est-ce que tu penses que cette diffusion ne se fait pas parce qu'il y a déjà d'autres moyens de faire avec la spiritualité, avec les usages, la magie et d'autres techniques qui vont finalement éviter de passer par l'hypnose pour une partie de la société, ou parce que tout simplement on ne la voit pas comme quelque chose de scientifique ou de médical? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que l'hypnose n'a pas encore gagné une place politique importante. Non, elle, par exemple, elle reconnaît au Conseil de psychologie et le Brésil est le pays avec le plus grand nombre de psychologues. Nous sommes près de 60 000, 600 000, pardon. Euh, mais une grande partie de ces psychologues, ils n'ont pas, eux, un étude plus rationnelle, je dirais, plus informative sur qu'est-ce que c'est l'hypnose. Et de mon effort ici, je fais force à un centre privé. Après, je suis fait un concours pour l'Université de Brasilia. Et ce sont de très peu places où les étudiants qui vont se faire comme un psychologue ont accès, la possibilité d'accès à comprendre de l'hypnose. Donc, ici, il y a, je dirais que avant d'arriver dans ces points qui tu parles,
qui s'est fait du sens, il y a encore une résistance dans la propre formation professionnelle parce que les personnes ne connaissent pas qu'est-ce que c'est l'hypnose. Non? Et même la prédominance de la psychanalyse, il est basé dans un pays où il y a beaucoup de psychanalyse. Elle, enfin, cette idée ancienne de Freud qui faisait la séparation entre hypnose et psychanalyse, chose qui peut être revue aujourd'hui. Non? Et je te dis ça parce que quand je n'ai pas l'opportunité de faire des cours de psychothérapie où je parle beaucoup d'hypnose dans mon des disciplines, non, des ministres disciplines de psychothérapie dans mon université, les étudiants qui arrivent pour me demander quelque chose, ils arrivent encore avec une idée préconçue de que Freud a abandonné l'hypnose, voilà, alors ça ne marche pas. Ce n'est pas une bonne chose. Ainsi, avant même de, euh, d'arriver dans ce point hors de place de formation non professionnelle que nous avons, il y a encore des résistances à être surmontées dans nos formations professionnelles de ceux qui sont intéressés notamment à la santé. Non? Et oui, bien sûr, dans un point de vue de ceux qui te parlent, j'ajouterais, ah bon, je peux me soigner euh, quand je vais en centre spiritualiste qui travaille avec la transe. Et si j'ai besoin de quelque chose de plus, je peux aller à un psychothérapeute. Donc, ainsi, je ne sais pas pourquoi je pourrais penser à l'hypnose. Mais ici, par exemple, il arrive une chose intéressante qui est le travail avec la douleur chronique. Donc, et cela arrive beaucoup avec les usagers. Donc, parfois, ce sont des gens qui ont cherché beaucoup de choses, des traitements médicaux, psychothérapeutiques, spirituels, etc. Et quand, dans une situation de transe, ils arrivent à rester des bonnes minutes sans douleur ou avec une douleur très réduite, ils se sentent extrêmement impactés pour cela, impressionnés. Et ainsi, ils passent à donner une valeur très, très grande. Non? Et les étudiants qui accompagnent ces cas aussi, parce qu'ils commencent par dire, oui, ah bon, il y a quelque chose que nous devons approfondir plus dans cette boucle d'hypnose qu'elle a promu une expérience sans douleur pour une personne qui pense au suicide en raison de ces douleurs. Non? Et ainsi, de cette manière, je trouve que de peu en peu, nous pouvons créer un espace intéressant de manière à montrer que l'hypnose, elle a une possibilité extraordinaire et qu'elle ne doit pas être la cible de préjugements, de type de préjugements que nous avons fréquemment entre professionnels et entre la population. Je me rappelle bien d'un usager qui avait fait cette marche de péréquination par beaucoup de types de traitements de santé spirituelle, de toutes choses que tu peux imaginer. Et il a dit, je ne crois pas à toi, professeur, mais je suis ici parce que je suis désespéré. Et j'ai commencé à parler avec lui. Il dit, attends, attends, écoute-moi. Quand je suis angoissé, je vais au prêtre. Mais quand je suis désespéré, je vais au Père du sang, qui est une expression que nous utilisons ici par des gens de religion afro-brésilienne. Donc, quelque chose d'encore plus extraordinaire, non? Et c'est là, il disait que j'étais une espèce de Père du sang, non? Mais en disant que je ne crois pas à toi, mais j'espère que tu puisses faire quelque chose pour moi parce que je suis désespéré. Non? Et dans ce sens, nous avons eu une possibilité de faire un travail aussi pédagogique, de montrer qu'est-ce que c'est l'hypnose. Non? Mais qui est encore restricte parce que nos conditions ici, elles sont modestes
Donc, nous avons une petite équipe d'étudiants de doctorat, de psychologues aussi, et des étudiants qui font un stage d'entraînement dans les cours de psychologie. Et qui, cela crée un bon service, mais encore d'une manière très, je dirais, très modeste. Donc, mais les personnes qui viennent, elles, dans la plupart des cas, elles sortent avec une bonne impression de l'hypnose. Donc, si je comprends, ce sont les soignants qu'il faut convaincre. Ce sont les soignants Oui, qu'il faut former. oui. Avec Jean-Marc Benayem, on a souvent travaillé sur la notion de croyance. Je pense qu'on ne pourra jamais convaincre un patient. On n'a pas à chercher à le convaincre. D'ailleurs, il faut juste lui montrer que ça existe. Mais ce que tu dis là est intéressant parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe de cible. C'est vraiment le milieu médical qui doit au départ entendre quelque chose pour pouvoir se rendre compte que c'est possible. C'est ça que tu es en train de me dire. Ah oui, sans doute. À moi, notre cas ici, parce que, par exemple, les médecins ici ont une force politique et sociale géante. Ils sont des groupes extrêmement forts politiquement. Et les psychologues, moins, mais les psychologues sont diffusés partout. Donc, comme je t'ai dit, le nombre des psychologues ici, c'est énorme. Oui, c'est impressionnant. Oui, et c'est impressionnant. Et de cette manière, une fois que ces pratiques, elles font, elles ont fait un bon travail de diffuser ce qu'elles font, non? Et la psychologie, par exemple, elle fait aujourd'hui un travail très intéressant ici parce que elle est présente dans les discussions très sensibles de la société. Par exemple, la cause des indigènes dans les prisons, dans les minorités, dans les communautés plus pauvres. Il y a des groupes de travail liés au Conseil de psychologie, qui est l'agence que régule, non, qui s'occupe de nous, du travail de psychologue, et qui a une préoccupation extrêmement sociale. Non? Et ici, ils ont fait un travail de diffusion très respectable, le rôle du psychologue, ainsi comme les médecins. Même si les médecins, d'une certaine manière, il a perdu beaucoup de cette sensibilité de la relation. Donc, comme tu parlais dans le début de notre causerie ici. Et ces groupes, ils sont extrêmement importants dans le sens de montrer que ces pratiques, oui, elles sont scientifiques, elles sont des pratiques respectables, elles sont des pratiques qui peuvent aider les personnes d'une manière naturelle, de manière intéressante. Non? Et bien sûr, si on peut travailler, notamment dans la formation de jeunes, bon, de ceux qui au futur va travailler beaucoup avec cela, nous avons donné un pas extraordinaire. Mais comme je t'ai dit, c'est une chose nouvelle. Et si nous pensons par exemple dans un pays grand comme le Brésil, l'unique professeur qui travaille avec l'hypnose comme son sujet principal dans une université publique, c'est moi. Donc, et ici, c'est encore très peu. Donc, c'est encore très peu. Et même qui, je commence à voir des points de contact, par exemple à São Paulo, au Paraná, qui est notre cas, des personnes qui sont en train de faire quelque chose, mais que pour avoir une visibilité plus intéressante à la société, c'est encore très peu. Non? Et les groupes ericksoniens font un travail extraordinaire et ils sont plus réduits qu'en pratique du cabinet privé. Rarement ils sont à l'hôpital, par exemple. Ce qui veut dire que, vu que c'est le cabinet privé, financièrement, tout le monde n'y accède pas. Oui, C'est ça. bien sûr, parce que les Hmm. personnes qui peuvent accéder au cabinet privé sont des gens de classe moyenne, Hmm. je ne dirais pas qu'elle, à partir, et même d'une pratique que elle n'a pas aussi une politique de diffusion, non, de ce que nous faisons. À l'inverse de la psychanalyse, par exemple, à Rio, qui est un des centres culturels très importants que nous avons ici,
La figure du psychanalyste a une grande visibilité. Rio, c'est une ville très psychanalytique, non? Et notamment parce que beaucoup de gens fameux perdent l'analyse. Bon, ainsi, les personnes dans le feuilleton, dans la télévision, les actrices, les personnes qui ont d'argent font de la psychanalyse et tout le monde. Alors, qu'est-ce que c'est l'analyse fait? Non? Et je parle ça de manière positive parce que c'est une façon de gagner un espace social qui a promu une bonne reconnaissance pour ces groupes de thérapeutes. Non? L'hypnose n'y a pas encore quelque chose dans ce sens. Et comme si ce qui arrive dans un cabinet privé restait encore très restreint à personnes qui participent de cette pratique. Peut-être les gens de la famille, non, ma mère a fait cette hypnose et cela fait bien à elle. Non? Mais cela reste encore dans un point extrêmement privé, ne va pas comme diffusion au social. Quand tu lui as dit à ta mère que tu allais partir dans le travail d'hypnose, comment elle a réagi? Comment? Comment elle a réagi, ta mère, quand elle a entendu que tu te mettais à travailler dans l'hypnose? Ma mère? Hmm. Ah oui, ma mère, euh, d'abord, mon histoire personnelle, c'est une chose intéressante parce que euh, depuis mon enfance, j'ai vécu et aussi j'ai été le témoin de beaucoup d'expériences spirituelles. Non? Ma famille, c'est une catholique, on dit, une catholique très mélangée, parce qu'il y avait beaucoup de spiritistes aussi. Et il y avait des choses en fait, nous impressionnaient beaucoup, mais en même temps, avec qui nous avons une familiarité. Par exemple, des apparitions des esprits, des rêves, des prémonitions, des intuitions, des choses qui pourraient arriver, de possession des choses comme ça. C'était mon entourage des familles et aussi des voisins, non, des communautés. Et lorsque j'ai arrivé à l'université, c'était une difficulté très grande de, de, euh, parler de ces choses parce que les préjugements étaient très forts. Et j'ai dû même parler de profs avec qui j'étais lié au travail. Il disait, écoute, tu peux devenir un chercheur de talent, quelqu'un qui peut faire beaucoup en tant qu'un psychologue chercheur, mais je trouve que tu devais maintenir sans parler à personne de ce type d'expérience que tu as qui, qui touche, qui bouge avec toi. Et je lui ai dit, écoute, je ne peux pas éviter parce que ce sont des expériences qui bougent avec moi. Bon, ça fait partie de moi, non? Et, et c'était en fait, c'était pas facile de faire cette intégration des choses qui venaient de mes appartenances culturelles et avec l'académie. Et aujourd'hui, quand je parle, par exemple, dans les cours de psychologie de la religion, bon, je parle bien sûr que tu peux devenir un docteur et sans trahir la science, associer, intégrer ton appartenance culturelle, tes racines culturelles. Bon. Mais quand même, malgré tout cela, quand j'ai commencé à travailler avec l'hypnose, ma mère m'a dit, écoute, j'ai peur de cela. J'ai peur parce que j'ai vu beaucoup de choses compliquées. Euh, Explique-moi, maman, qu'est-ce qui se passe avec toi? Elle a dit non, non. Quand j'étais jeune, un collègue a produit un trans avec une collègue et elle ne pouvait plus rentrer, elle ne pouvait plus être normale. Et ce type de choses qu'on écoute beaucoup de toute une mythologie sur l'hypnose. Mais après qu'elle a aperçu que c'était une pratique extrêmement sérieuse, qu'il y avait une formation très bien faite. Euh, Quand j'étais au doctorat, par exemple, j'ai fait une partie de mes formations à Paris, non? Et
Ah, elle est trop bon, hein. Alors, à l'université, même à l'étranger, ces choses, oui, c'est respectable. Donc, c'est là, l'a donné un petit peu de paix au cœur. Donc ça montre qu'il faut vraiment que ça vienne par cet aspect-là, que ça vienne du côté scientifique. Ça rend les Ah choses oui, beaucoup plus oui, oui, entendables. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de la remarque de patients qui nous disent, je ne suis pas sensible à l'hypnose. Je me suis toujours dit que moi, je ne pourrais pas, je ne suis pas sensible à ça. Alors, qu'est-ce que tu entends, toi, sur le plan culturel au Brésil, quand quelqu'un te dit, je ne suis pas sensible à l'hypnose? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il Ça ne fait- comprend pas ou qu'il se protège de l'hypnose. Écoute, je me rappelle bien dans cette situation parce que, en général, la personne qui arrive dans mon travail, elle vient d'une situation de désespoir, comme je peux parler. Bon. Et pourquoi? Ici, il y a une discussion, ce n'est pas mon champ préféré, mais j'ai des collègues qui connaissent bien ce champ, que ils disent que le système de santé, il est beaucoup plus fait pour l'aigu, pas pour les chroniques. Ici, quand on a des chronicités, en général, c'est plus difficile par des unités de santé et même des professionnels de travailler avec cela, non? Et si fréquemment des personnes qui ont des douleurs ou même des dépressions graves, elles rencontrent des difficultés d'abord de s'engager dans un système, dans une unité avec un professionnel et de recevoir quelque chose, non? Quelque chose qui puisse réduire sa douleur, quelque chose qui puisse changer en France pour la vie et des choses comme ça. Ainsi, et quand la personne arrive et me dit cela dans un contexte de travail, je trouve comme une manière de communication. Et ainsi, c'est une invitation pour expérimenter, mais dans laquelle je pense beaucoup à, bon, ce qui arrive à toi, c'est ce qui importe. Ce n'est pas mes idées qui importent, mais ce qui arrive à toi. C'est une manière de reconnaître que l'expérience que tu as euh, est ton expérience. Ce n'est pas une chose qui doit obéir à ce que je pense. C'est pour cette raison que la discussion contre le colonialisme intellectuel, qui est beaucoup au monde, ainsi comme l'idée de la démocratie, et j'écris un petit peu sur ces sujets, elle gagne une importance centrale parce que ce type d'invitation n'est pas une espèce de combat qu'il veut faire avec moi, mais une communication de, écoute, qu'est-ce que tu peux promouvoir pour que je puisse sentir quelque chose d'intéressant de manière à toucher mes nécessités, à voir mes nécessités. Bon. Et de cette manière, c'est tranquille. Je me rappelle bien d'un homme, une fois, qu'il était 2 fois plus grand que moi, énorme, fort, un mot fort. Et mon fauteuil il était tellement accouplé dans le fauteuil qu'il ressemblait faire une chose une chose, non? Énorme, non? Mais très grand, très fort. Quand il prenait maman pour compromettre, maman était petite dans ses mains. Il a dit, écoute, je ne crois pas à ça, mais je souffre beaucoup. C'est une question de famille. Et j'ai lui fait une induction. Il disait, je ne vais pas fermer les yeux parce que je ne te fais pas confiance. Et je trouve cela drôle et j'ai commencé à faire une induction de transe avec les yeux ouverts. Il simplement a pleuré durant toute la séance. Il pleurait profondément, mais sans se bouger, et les larmes qui descendent. Et après tout, il a dit, il a montré tous les signes de transe. Nous pensons la fameuse constellation hypnotique de la gorge, des yeux, mais il était avec les yeux ouverts. Et quand il a rentré, il a dit, écoute, je n'étais pas en transe et tout le sais, mais cela m'a fait très bien. Ah oui, oui, ça marche. Cela te fait bien. Pourquoi je vais discuter avec un homme qui est 2 fois plus grand que moi? Non, ce n'est pas de sens.
Et dans ce sens, cette manière de respecter et de comprendre une propose d'interaction. Bon. Et, et pour moi, c'est bon. Bon. Mais dans les contextes, par exemple, académiques, si quelqu'un est là, et puis, si je vois que c'est une invitation pour une bonne discussion, je commence à lui demander, ou à demander à elle, euh, qu'est-ce que ça veut dire cette affirmation? Ah, ok, tu n'es pas sensible. Comment, qu'est-ce qui se passe avec toi? Parce que, à mon avis, si nous pensons à l'idée d'Erickson d'une hypnose naturaliste, et d'une certaine manière, nous pouvons penser à la transe comme un phénomène très naturel que toutes les personnes ont accès durant tous les jours. Donc, c'est une discussion complexe et profonde parce que, à mon avis, c'est une discussion du type de compréhension de la psychique humaine que nous faisons. Et pour cette raison, je m'intéresse beaucoup à des auteurs comme Edgar Morin et Charles Peirce, les philosophes américains, qui parlent d'un self extrêmement multiple, qui a son unité, mais qui a beaucoup des expressions, comme je dirais, et qui, durant la transe, par exemple, elles peuvent être amplifiées. C'est une vision d'être humain que je commence à discuter avec ces personnes. Ici, pour moi, c'est une bonne invitation pour discuter, soit dans le contexte de recherche, soit dans un contexte académique, philosophique. Alors, une personne qui a une douleur qui dure, qui vient te voir et qui te dit il faut m'aider, sa demande, c'est d'être comprise, probablement. Mhm. Comprise, Mhm. d'être crue. Et une fois qu'on va la croire, de se dire si on m'a cru, je ne me trompe pas. S'il y a bien quelque chose qui me fait mal et que c'est très très important, on va s'occuper de moi. J'ai la sensation que très souvent dans le soin, quel qu'il soit, qu'on soit un soin hypnotique ou pas, le patient a souvent besoin dans un premier temps de nous convaincre de la vérité de l'existence de quelque chose. Ah oui. Quand on examine une gorge chez quelqu'un qui a mal et on dit mais non, la Mhm. gorge est normale, mais non, la gorge n'est Mhm. pas normale, ça veut dire qu'on ne voit rien dans la gorge, mais je ne sais pas si elle est normale ou pas normale. Mais pour un patient, c'est dramatique d'entendre ça. Ah oui, bien sûr. Bien Donc sûr, ce patient, c'est un peu ça qu'il dit. Il vient en disant je vais très mal, l'hypnose, j'y crois pas du tout, mais aidez-moi. exactement. Exactement. Et ici, nous travaillons dans une perspective d'une hypnothérapie. Non, ce n'est pas un hôpital. C'est un centre qui rassemble un grand ensemble de cabinets de, de- de psychothérapie, mais aussi qui a de l'évaluation psychologique, pédagogique, etc. Et pourquoi nous faisons comme ça? Parce que nous comprenons que quelqu'un qui dit aide-moi, j'ai une douleur chronique, il ne parle pas seulement de l'expérience somatique en soi. Il parle, par exemple, de ceux qui, en raison de cette histoire avec de la douleur, il n'a plus d'argent. Parce que les coûts pour se maintenir dans un traitement chronique, parfois, c'est très élevé. Non? Il parle, par exemple, d'une difficulté de maintenir un rôle de la famille dans laquelle il était la personne capable de soutenir les autres. Économiquement, émotionnellement, il n'est plus capable de faire cela. Il parle, par exemple, d'une difficulté de croire en Dieu comme il croyait avant. Non? Il parle d'une difficulté d'une performance sexuelle. Il ou elle non plus. Non? Et aussi, dans ce système, il fait référence à un système qui est somatique et émotionnel, qui parfois peuvent ne pas être directement liés à ces thématiques, mais d'une manière indirecte, ils peuvent être liés. Ainsi, il y a un ensemble
de possibilités, et je dirais des vérités, qui demandent une considération. Et pourquoi? Par exemple, j'ai eu une patiente qui, j'imagine qu'elle a eu autour de 15 ans pour découvrir le type de problème qu'elle avait. Non? Et même aujourd'hui, j'ai encore contact avec elle. Les médecins disent que est plus une forte possibilité, et même un diagnostic euh, conclusif, non? Une maladie auto-immune, auto-immunité. Et euh, elle, quand elle allait à beaucoup de médecins, les gens lui disaient que c'était une chose psychologique, que c'était une chose parce qu'elle n'avait pas eu un bon lien avec son mari, elle n'avait pas eu une bonne vie sexuelle avec son mari. C'était un problème. Elle voulait attirer l'attention sociale sans en fait écouter ce qu'elle en est. Donc, ainsi, dans le cas de la chronicité, et notamment de la douleur chronique, la personne si fréquemment arrive dans un service comme le nôtre sur la méfiance des professionnels et même de la famille. Des gens qui, écoute, je n'arrive pas à imaginer quelqu'un qui est avec de la douleur toujours. Il y a quelque chose d'émotionnel à toi. Il veut attirer notre attention. Et ces personnes, elles ferment la bouche. Elles se On ne mettent la en croit pas. silence. Elle le comprend comme un manque de Oui, croyance. On ne la soutient pas. exactement. Hmm. Et ainsi, ces personnes arrivent avec une stigmatisation de mensonges, de tentatives de manipulation, d'être problématiques psychologiquement, non? Et ce type de demande que tu montres, que tu parles, elle vient plus fort, extrêmement fort. Écoute, s'il te plaît, prenez-moi sérieusement. Non, c'est plus ou moins comme ça qu'elle dit. Non? Et de cette manière, notre travail, en général, il y a une dimension qui est plus directionnée à cette dimension vitale du corps et d'autres qui touchent les questions qui peuvent, par exemple, liées à une dépression ou une image négative de soi ou à des problèmes d'argent et de sens de vie, etc. Bon. Ainsi, dans ce sens, le travail de Merleau-Ponty nous a inspiré beaucoup pour montrer qu'il y a des niveaux d'expérience qui peuvent se mélanger, mais qui doivent aussi être respectés dans un moment d'une intervention hypnotique. D'accord. L'hypnose. Quand on est devant cette personne qui nous parle de ses conséquences dans la vie, je perds ma place, je ne peux plus m'intégrer, je ne suis plus reconnu, je n'arrive pas à exprimer des désirs devant mon partenaire, je ne suis plus rien, je ne suis plus cette femme qu'il a choisie. Quand elle vient vous voir, les soignants, et qu'elle dit faites quelque chose, elle vient chercher un pouvoir. Est-ce qu'elle Oui, vient chercher le pouvoir de l'autre pour lui redonner le pouvoir, ou est-ce qu'elle vient chercher la possibilité de refaire des choses, sans parler de pouvoir? Qu'est-ce que tu en penses? je pense qu'elle vient sans doute pour chercher un pouvoir de l'autre, de l'autre pour répondre à son propre pouvoir. Non? Parce que une chose qui est extrêmement génératrice de souffrance, c'est la disqualification que ces personnes reçoivent dans le monde social. Ici, par exemple, dans le monde du travail, quand j'habitais 2 fois en France. D'abord, quand j'ai fait le doctorat, à 2001-2002, et ensuite, quand j'ai fait un post-doctorat à 2015-16, quand j'ai connu Antoine Bioé. Et de la première fois que je suis allé en France, dans le monde académique, les personnes parlaient beaucoup de placards, les placardisés. Hein. Et d'une certaine manière, les personnes qui ont des chronicités
elles sont très facilement placées dans un placard. Ici, il n'y a pas exactement l'idée du placard comme vous avez en France, mais il y a une espèce de stigmatisation dans laquelle cette personne se sent de plus en plus inutile. Non? Et cela n'est pas restreint au monde de travail. Cela va aussi à la famille. Et c'est par exemple une situation qui est très forte dans les femmes qui souffrent de fibromyalgie. Non? Qui sont ces personnes? Nous pouvons penser à un profil, profile, non? Hmm. Un portrait. Non? Et ces personnes en général sont des femmes entre plus de 30 ans, en général 40, pas 50 ans, des femmes très fortes, des femmes qui font le double rôle d'être un professionnel compétent pour soutenir la famille aussi, la mère affective des autres, et qui, à partir d'un certain moment, elle rentre dans une espèce de faillite émotionnelle et sens de la douleur des fibromyalgie et accompagnée de dépression. Donc, qu'est-ce que c'est le problème pour cette personne? Cette rôle d'être fort qui psychologiquement a une importance de son trajectoire, mais simplement, elle ne peut plus l'occuper, l'exercer. Non? Et ainsi, c'est une chose extrêmement compliquée parce qu'elle n'est pas en condition d'intervenir dans la vie de quelqu'un qui a besoin d'elle, qui la demande. Et quand les personnes perçoivent qu'elles ne peuvent pas le faire, c'est là en effet extrêmement difficile pour cette personne. Parce que bon, si je ne peux pas être cette personne forte, je n'ai pas un autre rôle pour occuper, alors je suis inutile. Et si nous pensons beaucoup de travail sociologique qui parle de sociétés performatiques, notamment dans le monde contemporain, ce n'est pas loin d'une espèce de mort sociale. D'où les actions suicides de beaucoup de personnes. Bon, si je suis inutile, pourquoi je vais exister? Non? Je ne peux pas produire quelque chose dans ce système, alors pourquoi je n'ai plus besoin d'exister? Et ainsi, la question du pouvoir est extrêmement importante, mais nous avons ici une espèce de, je ne sais pas si le terme est correct, de consignation, non, les consignations. Je reçois cette demande, mais je vais te restituer durant le processus, parce que le pouvoir n'est pas moi. Provisoirement, c'est à moi. Bien sûr, je suis un docteur, je suis une autorité, et tu es venu avec cela. Non? Une fois, ce n'est pas souvent, mais il y a même des situations que je dois faire des rapports de ces personnes quand elles vont dans une jury du gouvernement pour demander la retraite, par exemple. Non? Et je fais un rapport psychologique pour eux. Et ainsi, oui, bien sûr, ils veulent chercher quelqu'un de l'université qui est un docteur, qui est un chercheur, qui est respectable, etc., etc. OK. Mais euh, la chose n'est pas limitée à cela. Donc, elle veut recevoir cela d'une manière à rencontrer une nouvelle place de sa vie. Et ici, c'est aussi un exercice de pouvoir parce qu'elle ne veut pas être vue comme inutile, quelqu'un inutile. Elle veut être vue comme quelqu'un qui a ses places, qui a ses valeurs, qui a ses reconnaissances. Ainsi, par exemple, euh, une chose qui arrive beaucoup, non? Des personnes qui ont de la honte de ses origines, soit pour des raisons ethniques, notamment pour des raisons ethniques, mais aussi des classes économiques, non? Et j'ai eu des situations avec les usagers de notre service, de les aider à faire une révisitation à ses origines. Par exemple, les gens d'origine africaine. Le racisme est grand au Brésil, malheureusement. Non? Et que oui, il n'y a rien de problématique d'être d'origine africaine.
Donc, on peut bien étudier la richesse de la culture africaine pour la culture brésilienne. Est une des racines fondatrices de notre pays. Donc, les régions du nord-est du Brésil, qui est la région plus pauvre du Brésil et qui est beaucoup stigmatisée. Donc, euh, je me rappelle bien de personnes qui se sentaient honteuses en raison de ces origines du nord-est. Donc, et on a fait tout un travail de reconnaître l'importance, la beauté, la richesse euh, de ces régions culturelles, de ces régions historiques, de ces régions. Des grandes personnes qui ont contribué pour notre pays qui étaient de cette région. Bon. Et cela, c'est un fait transformateur, une expérience transformatrice pour eux parce que, et dans ce sens, dans la mesure qu'on fait ce type de travail, euh, il, il, j'ai déjà entendu de usagers qui parlaient d'une espèce de renaissance, qui, à mon avis, c'est tout à voir avec un processus de psychothérapie. Ça veut dire que là, dans ce que tu nous expliques, il faut reconnaître l'appartenance à un groupe qui a eu le droit d'exister avec sa culture, même si cette culture n'est pas comprise, même si cette culture est présentée par d'autres comme une culture qui n'est pas acceptée. Mais cette personne est Exactement. représentante de sa culture. De ces cultures, de ces familles, de ces, comment dire, de ces niches d'appartenance, non? Et vraiment intéressant, vraiment Ce beaucoup. que tu dis Et, là, ça me fait penser à quelque chose, ça me fait penser à une situation très particulière qui m'avait beaucoup marqué. C'était une femme qui venait d'un pays africain, je ne me rappelle absolument pas de quel pays. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle avait eu un enfant. Et son mari lui disait, tu n'arrives pas à avoir d'autres enfants parce que tu n'en veux pas. Non, elle avait une vraie difficulté, elle avait une stérilité. Donc, il ne comprenait pas qu'elle ait pu avoir un enfant et qu'elle n'ait pas deux enfants. Et le problème, c'est que cet homme était considéré par ses congénères comme un homme qui n'avait pas la puissance suffisante pour donner un enfant. Donc, sa société à lui disait, ton épouse n'a pas d'enfant parce que tu ne peux pas lui donner d'enfant. C'est toi qui ne vas pas bien. Et donc, cette malade était dans un état de, de, de non-reconnaissance et avait même une culpabilité qui était oui, phénoménale, puisque pour elle, elle était oui, coupable de ne pas être la femme capable de donner un enfant à l'homme. exactement. On est dans ça. Exactement, parce que si le travail thérapeutique, à mon avis, faire une manière que d'abord la personne puisse reconnaître à soi-même. Et cette reconnaissance n'est pas seulement une reconnaissance individuelle, mais aussi de ses racines. Hmm. Et la trans est intéressante dans ce sens parce que, à mon avis, la trans n'est jamais une expérience uniquement individuelle. Par les moyens de la trans, on rend compte de ce cosmos qui est collectif, non? Et, et d'appartenance, ethos, comme le dirait le grec. Et à partir de cela, elles peuvent bien créer et faire quelque chose de différent dans cette place, qui est une place profondément injuste, que parfois, ce n'est pas si loin de la place de la personne qui est la victime d'harcèlement. Hmm. La victime d'harcèlement, soit harcèlement moral ou sexuel, si fréquemment, elle est placée comme quelqu'un qui est coupable pour la situation. Et cette manière de me maintenir encore dans une prison. Non? Euh, Aussi, je travaille beaucoup avec des gens, des victimes de harcèlement. Et elle comprenait rationnellement cela, mais émotionnellement, elle se maintenait encore euh, dans les mêmes prisons faites par ceux qui les ont persécutés. Et cela commence exactement dans l'idée de que d'une reconnaissance de soi. Et je me rappelle bien un bouquin de Jay Haley, Conversation with Milton Erickson, dans laquelle il a fait une espèce de supervision avec Erickson. Et Erickson lui disait que la première chose qu'on devrait savoir dans une thérapie brève, c'était l'image de soi. Non? En anglais, c'est body image. Mais l'idée de body
en portugais, par exemple, n'est pas la même chose. Et je trouve qu'un français aussi, parce que body, ici, si nous faisons la traduction plus correcte, c'est la personne. La personne se reconnaît. Parce que si je parle body en portugais, corpo, serait le corps physique, non? Et cette reconnaissance de soi, c'est une chose fondamentale pour la thérapie, à mon avis. Et l'hypnose peut bien le travailler. Erickson l'a démontré. Erickson était un auteur extrêmement intéressant parce que quelquefois il parlait de concepts extrêmement riches, fondamentaux, mais il ne développait pas ces concepts. Donc, c'était peut-être l'unique fois que j'ai vu dans son œuvre, il parlait de body image, de l'image de soi, non? Et il disait que c'était là une chose essentielle, non? Ainsi, ce point que nous parlons maintenant est un point que nous amène à penser beaucoup de l'importance de cette reconnaissance de soi et qui vient à la rencontre de notre texte, un article qui m'a remarqué profondément, qui est un article de Ludwig Binswanger sur la psychothérapie, dans laquelle il parle, il écrit un très beau article, c'est une chose très belle de ce livre. Il essaie de répondre à ses étudiants de pourquoi la psychothérapie marche. Et à la fin de l'article, il parle que la psychothérapie marche parce que elle fait une espèce de réconciliation du sujet avec lui-même. Dans deux sens basiques, seraient les communicatio, qui pourrait être traduit comme l'amitié, et communio, qui pourrait être traduit comme l'amour. Donc, l'amour dans le sens d'un sentiment plus profond qui est capable de nous tous unifier, établir une relation d'union entre nous, les humains. Donc, et à mon avis, c'est ça un des points centraux d'une hypnothérapie et d'une psychothérapie en général. Alors, je vais m'amuser un peu, je vais te dire, après on va arrêter. Euh, Si je réfléchis à ça et que je me dis, je suis devant quelqu'un qui va devoir apprendre à se comprendre. Le premier écueil chez nous, avec les Français, c'est qu'on se dit, ah oui, donc je suis fautif. Puisqu'on me dit que c'est ma personne qu'il faut que je connaisse, je me connaisse pas assez bien, donc il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et c'est pas ça du tout qu'on veut dire. On veut dire retrouver sa place, reprendre une place, exister. Alors, quand j'ai commencé à travailler avec les patients, beaucoup au moment des addictions, j'avais développé un peu la notion de 5 liens, en expliquant que les pathologies addictives étaient pour moi vraiment centrées sur des difficultés de lien et les difficultés d'autonomie. Winnicott a beaucoup travaillé sur cette autonomie, la capacité à être seul. Et donc, quand on parle du lien, je dis très rapidement, il y a 5 liens dans la vie. Un lien à son entourage très proche, ses parents, ses amis, son frère, etc. Le lien à la société, un lien qui peut être médical, un lien de travail, un lien culturel, un lien l'interdiction, la loi, tout ce qui vient poser des limites. Et ensuite, il y a le lien à l'imaginaire. Alors le lien à l'imaginaire, c'est la créativité, ben, c'est là que l'hypnose d'ailleurs agit. Et il y a le lien au plaisir. Le lien au plaisir, c'est très compliqué, c'est le lien que je trouve le plus complexe parce qu'il est culturel, il est religieux, il est contextuel, il est idéologique. On a tous un lien complètement différent par la culture qu'on a eue du plaisir. Et le dernier lien, c'est le lien à soi. Et le lien à soi, ben, c'est ce lien d'amour. C'est-à-dire, est-ce que je peux m'aimer? Pour m'aimer, je dois avoir été aimé. Comment je peux savoir ce que veut dire aimer si on ne m'a pas aimé? Si on ne m'a pas aimé, je vais pas aimer. Si on m'aime, c'est que je suis aimable. Si je suis aimable, je vais pouvoir être aimant. Alors, je dis toujours, quand on est devant un patient, on pense à ces 5 liens et on va s'occuper des liens qui fonctionnent bien pour aller vers ceux qui ne vont pas. Est-ce que tu retrouves quelque chose là qui te paraît pratique par rapport à ce qu'on a dit avant? Ah, bien sûr. Ça fait beaucoup de sens parce que euh, il faut, cette idée d'une réconciliation avec soi-même, elle est extrêmement intéressante, non? Et cette diversité des liens.
de qui tu parles, fréquemment m'amène aux études que j'ai faites d'autres traditions de savoir, hein, et même l'idée du religare, et qui n'est pas l'adhésion à une religion, mais d'une reconnexion avec soi-même et qui comprend de cette diversité de liens. Et si nous pensons, par exemple, à des autres savoirs, nous pouvons penser parfois que euh, nous sommes aliénés en relation avec nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, de certaine manière. Euh, et si je pense, bien sûr que ce n'est pas une expérience universelle, non? Mais dans le nombre spirituel qui est donné dans certaines traditions, non? Par exemple, dans la tradition chrétienne, mais aussi à l'Inde, beaucoup de choses qui arrivent quand quelqu'un reçoit un nom spirituel. Euh, Ça veut dire d'une certaine manière que cette personne a eu un lien plus profond entre soi et son self, ego et self. Non? Et que de cette manière, ce type de connexion a offrir une dimension d'existence différente. Non? Et bien sûr que ces dimensions que tu parles, elles sont présentes. Par exemple, quand on pense à la sexualité, nous pensons à l'autre, l'imaginaire, les désirs, ils sont déconnectés de certaine manière. Et l'affectif. Il y a des gens qui pensent dans une chose plus d'action sexuelle sans l'affect, ou même avec très peu d'imaginaire. Non? Et, et, et ce type de reconnexion, nous pouvons penser de religarer et aussi l'idée qui était ancienne chez les Grecs et les Égyptiens de palégénésie, une renaissance. Parce que si nous pensons dans la trajectoire de vie, non, euh, nous pouvons penser à beaucoup de moments de mort et de renaissance que nous vivons. Non? Et ainsi, une des choses que je m'efforce à travailler un petit peu, c'est comment nous pouvons penser, d'abord d'une manière plus peut-être métathéorique, la relation, les relations possibles entre l'ego et le fait, qui est beaucoup plus ample, et aussi d'une manière clinique. Comment une personne peut travailler cette idée de religare avec soi, mais qui passe avec les autres émotions qui te parlent. Parce que, par exemple, je peux bien penser que j'ai un bon lien avec le social, mais je lui donne une masque ou je lui donne quelque chose de plus profond de moi, le social. Il présente plus que je suis. Donc, c'est un type d'équilibre pour que me sente pour construire. Bon. Et si cette idée, c'est une idée qui me fait chère aussi, et inspiré par des auteurs que j'ai parlé, Erickson, Sponge, et aussi quelques choses en Charles Peirce. Je ne trouve pas qu'il même a parlé, mais cette théorie nous amène à penser un peu plus, de manière à promouvoir de bonnes connexions. Non? L'idée, ce n'est pas exactement l'idée freudienne de créer une élaboration psychique à partir de cela. Ça peut facilement entrer dans une rationalisation dépourvue d'émotions, mais d'établir des connexions par d'autres langages, comme l'émotionnel et l'imaginaire. Donc, et à partir de ces connexions, les autres connexions, elles gagnent un autre sens. Alors, ça me fait beaucoup de sens ce que tu parles. Oui, ça veut dire qu'on va retrouver qui on est également par le lien à l'autre et par ce lien hypnotique qui Ah réouvre oui, tout. Quand tu parlais de la sexualité, Joël Mignot, avec qui je travaille souvent, Antoine aussi, dit toujours, un patient vient la voir et lui dit, je n'ai plus d'érection, qu'est-ce qui m'arrive? Et elle lui dit, attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a l'excitation, il y a le désir. Vous me parlez du désir, vous me parlez de l'excitation. Et très souvent, le patient pense que l'excitation,
euh, existe ad nihilo, comme ça, toute seule, Et oui, et oui, qu'elle oui, sera toujours permanente. Alors qu'en fait, le patient qui souffre, c'est celui qui se rend compte qu'il n'a plus d'érection, parce que justement, le désir, qui n'est plus le même, vient bloquer son excitation. Et pour lui, c'est insupportable. Alors, on a mis en vente des produits qui sont là pour exciter, pour donner des vasodilatations. Ben oui, mais le problème, c'est qu'ils n'agissent pas sur le désir, ces produits. Donc on oui, reste dans quelque chose où on voit bien qu'il y a cette croyance dans une substance, mais il y a juste une chose qu'on oublie, c'est nous derrière. Nous, qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on est prêt à changer? On retrouve ce que tu disais. oui, oui. Ah non, sans doute. Mm. Je viens de faire un postdoctorat à Antioch University à Seattle avec un professeur de la sémiotique que Antoine le connaît aussi. Il s'appelle Farouk Seif. Il est architecte et aussi un grand sémioticien. Et il a écrit un livre que j'ai développé. Je suis en train de finir un livre à partir de l'œuvre de Farouk. Et il parle beaucoup de l'amour qui vient d'une source commune qui est Eros. Même l'amour divin, Agape, a une source commune chez Eros. L'amour philo, amitié, hein, pour une cause, l'amour pour, érotique, euh, toutes ces différences, ils ont une base d'éros dont le fondement, c'est le désir. Ainsi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de sens de la vie, et je suis d'accord, j'aime beaucoup Victor Frankl, non? Mais on ne peut pas s'oublier de que le sens est fondé sur une dimension de désir. Et c'est fondamental. Nous sommes des êtres érotiques dans ce sens. Non? C'est là, et en même temps, il faut avoir une téléologie pour cela, donc, une notion de sens pour les choses. C'est là, c'est fondamental, fondamental. Donc finalement, on vient de parler de ce qu'une culture peut parfois nous donner comme force, mis à part qu'un jour la culture n'est plus suffisante si tout simplement moi je ne suis plus en rapport avec ma culture, ou si on me demande de ne pas l'exprimer, ou si on me demande de faire comme les autres. Et beaucoup de nos patients ont la sensation que de faire comme les autres, ça veut dire ne plus s'appuyer sur sa culture. La médecine intégrative, je pense qu'elle intègre les différentes cultures. C'est probable qu'elle se sert de ça. Quand j'étais étudiant, je fais mes études à Bordeaux, on avait un service de médecine psychosomatique, médecine interne, psychosomatique interculturelle. Ça veut dire que le patron qui dirigeait ce service, le professeur Moreau, voyait qu'en fonction de notre culture, on ne pouvait pas comprendre certaines choses, mais surtout, on risquait de penser qu'on ne pouvait plus être compris. Oui, oui. J'aime beaucoup, Pascal, une idée qui j'ai lue, je ne me rappelle exactement où, mais dans l'œuvre d'Isabelle Tangers, et quand elle parlait d'une espèce de citoyenneté des savoirs, donc des savoirs et des pratiques. Et c'est là qui fait beaucoup d'écho dans le travail de Tobinata, qui je crois que tu connais aussi bien, et qui, une culture, à mon avis, elle doit être comprise comme quelque chose hétérogène. Donc, si je pense, de peu que je connais de la France et de ma propre culture, il y a une diversité de possibilités d'expression, et c'est là qui est une chose extraordinaire. Alors, quand on parle d'une idée d'une citoyenneté de ces pratiques, de ce savoir, euh, nous, nous devons être ouverts pour les possibilités de rencontres entre ces différentes choses. Par exemple, le catholicisme ici au Brésil, non? Il y a, si tu vas dans une ville grande du Brésil, à São Paulo, à Rio, probablement tu vas rencontrer, si tu es catholique, ou si tu études le catholicisme, une chose extrêmement prochaine de ce que tu as dans une messe à Notre-Dame de Paris. Non? Je suis allé une fois, j'ai trouvé très belle.
Mais euh, les catholiques qui est venu d'abord au Brésil, portugais et parfois aussi espagnol, il était un catholique mystique qui connaissait de la magie européenne aussi et qui a rencontré ici avec les Africains et les indigènes un champ extraordinaire pour des échanges. Et ici, il y a parfois à des certaines régions, notamment à la campagne, des personnes qui sont catholiques, qui vont à la messe tous les dimanches, mais qui ont des pratiques qui ne sont pas lointaines euh, de quelque chose qu'ils font s'est fait à l'Afrique ou même de quelque chose qui s'y fait, je crois, encore dans la campagne en France. Ceux qui sont les descendants des magnétiseurs français qui sont encore au milieu de la France. Non? Et, et quand même, ils sont des catholiques. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'ils ne le sont pas? Non? Ils maintiennent une tradition. Et, il y a, je me rappelle une phrase, euh, il y avait un musicien ici qui était un flûtiste extraordinaire. Il a fait un travail dans une région au centre du Brésil, qui est ma région, avec un groupe de femmes qui s'appelait les Carpideiras. Qui étaient les Carpideiras? Elle s'est rassemblée pour jouer une musique, pour chanter une musique, pour aider les âmes errantes à rencontrer un chemin sur le ciel. Non? Mais quand on écoutait des musiques, il n'y avait rien à voir avec les musiques que tu peux chanter à la messe, par exemple. Il y avait beaucoup d'éléments là-bas qui venaient qui étaient d'origine africaine et indigène aussi. Ou même de ces ancêtres européens qui étaient mystiques. Non? Ainsi, on voit que même dans un groupe dominant, qui est le catholicisme, on a un ensemble de variations qui euh, amènent des contributions d'autres ethos, d'autres types d'appartenance. Bon. Ainsi, la culture, peut-être nous avons eu une erreur cognitive, nous, quand nous étudions anthropologie à l'université, sans comprendre au fond ce que disent les grands auteurs de que la culture est quelque chose d'hétérogène. Non? Et cela, c'est très beau, c'est très intéressant parce que aide à expliquer un petit peu pourquoi les personnes dans un même niche d'appartenance peuvent être si différentes. Bon. Ici, c'est une question de respect et d'une idée de civilisation qui est, moi, peut-être je puisse penser différemment de toi, peut-être je suis différent de toi, mais je te respecte. Et ainsi, nous pouvons faire quelque chose ensemble. Donc, c'est ça l'idée qui est très chère pour moi, soit dans un point de vue académique, soit dans un point de vue euh, de la vie sociale. Bon, là, ça veut dire qu'on rajoute à ce qu'on a dit depuis tout à l'heure une part de respect, une part de tolérance. Donc, une Ah médecine oui. intégrative, un soin intégratif, c'est un soin qui est rempli de tolérance. Mhm. Ce qui doit théoriquement avoir du sens, mais qui ne l'est pas aussi naturellement, effectivement. La politique n'aide pas toujours. Politique qui va appuyer une forme de culture religieuse, qui va soutenir un modèle religieux, Mhm. c'est important, mais il y a d'autres modèles. Ah Et c'est oui. vrai que c'est intéressant. Et Jean-Claude Delavoux a vraiment abordé ça dans sa conférence pour dire que le soin peut complètement passer à côté si on n'intègre pas cette notion. Mhm. C'est ce qu'il a vraiment mis en évidence en travaillant à La Réunion. Ouais. Bon, c'est intéressant ce qu'on vient de dire. C'est riche, Oh, merci. c'est très riche. Euh, je vais présenter cette conférence avec un enregistrement. Je mettrai quelques mots à côté pour reprendre certains mots. Et puis, on va essayer de partir de cette conférence pour faire réagir
des amis, des confrères. Je pense à peut-être Jean-Claude Lavaux d'ailleurs, peut-être que Ah oui, j'interrogerai, oui. Éric Bonvin et puis Antoine Bioy, ça fait déjà du monde, et puis on va aller chercher une ou deux autres personnes. Si tu penses, toi, à quelqu'un qui pourrait venir compléter en étant dans une autre culture complètement différente, on pourrait le faire. Et ces travaux-là, on va les associer pour les amener peut-être sur la revue intégrative, la nouvelle revue, et donc sur Kern, ça me paraît intéressant. Ok, c'est super. Si je peux suggérer un nom que j'aime beaucoup, c'est Teresa Robles. D'accord. Teresa Robles, je la connais personnellement. J'étais avec elle et Catherine Ross chez Jean-Claude Lavaux à La Réunion, en décembre passé. C'était super. Et elle est très sensible à ce type de discussion parce que Teresa, elle est psychologue, mais elle a aussi un doctorat en anthropologie. Il y a quelqu'un de très sensible à ce type de discussion que nous avons fait ici. Eh bien, je vais la contacter et on va l'associer à notre réflexion. Merci OK. beaucoup, Mauricio. Je ne peux que te remercier, Pascal. Très enchanté de te connaître de cette manière. Et j'espère quand je vais en France, tous te rencontrer Oui, personnellement. oui, mais bien sûr, mais on va le faire, mais bien sûr. OK. À très bientôt, Mauricio, et merci À très beaucoup. bientôt.